Heureux de faire face encore une fois à nos chers internautes. Aujourd'hui, comme nous avons l'habitude donc de le faire à travers l'entretien de Dakaractu, nous avons avec nous quelqu'un qui a eu à faire ses preuves au niveau donc de l'architecture gouvernementale, même étant avec le président Macky Sall à ses débuts en 2012. Aujourd'hui, il a eu à créer son parti depuis qu'il est sorti en 2017 du gouvernement, mais également il a eu à faire ses preuves jusqu'à ce qu'il devienne aujourd'hui la tête de liste de la coalition Aar Sénégal en perspective des législatives du 31 juillet 2022. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accueillis, j'allais dire, par le président de la République des Valeurs, mais la tête de liste de la coalition Aar Sénégal, M. Thierno Alassane Sall. Nous avons donc le plaisir de vous laisser avec nos chers internautes vous présenter. Oui, je voudrais vous remercier d'abord de vous être déplacé jusqu'ici. C'est pour moi un immense honneur et un plaisir de vous recevoir dans cette modeste demeure et de saluer à travers vous les internautes et de vous remercier pour la contribution importante que vous faites au débat politique et aux échanges d'idées dans ce pays. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement politique parce qu'on est dans une période caractérisé par les activités politiques. Aujourd'hui, vous venez fraîchement d'un voyage que vous avez eu à mener à l'intérieur du pays. D'ailleurs, même il y a d'autres membres de la coalition Aar Sénégal qui sont un peu partout sur le territoire national. Le travail que vous avez commencé à abattre à ce niveau, est-ce que vous avez eu peut-être à vous enquérir des réelles préoccupations des populations? On était allé effectivement à la rencontre des populations pour pouvoir vivre, avoir encore un retour sur leurs préoccupations majeures. Nous étions partis dans les régions de Matam, de Saint-Louis et de Louga en dernier lieu. Il faut dire que partout où nous sommes passés, même s'il y a eu des réalisations notoires qui ont été constaté sur le plan des routes, de l'éclairage, de l'électrification rurale, ainsi de suite. L'une des choses fondamentales, c'est que l'état du pays n'a pas progressé beaucoup. Et dans la région de Matam et la région de Saint-Louis particulièrement, dans une zone de production agricole par essence, les gens ont faim. Et d'ailleurs, c'est les chiffres officiels. Récemment, officiellement, on nous a prévenu qu'il y a des risques de famine dans certaines zones de Ranérou, dans certaines zones du Matam, de Podor. Et là, le constat est sur le terrain. C'est comme si le pays était en jachère. 240 000 hectares, il n'y a que moins de 60 000 hectares qui sont aménagés et exploités. Et même ces 60 000 hectares, zones cultivables. De 240 000 hectares disponibles, arables, il n'y a que 60 000, c'est-à-dire le quart, 25%. Des potentiels de cette zone utilisés. Tous les chiffres, toute notre situation clinique est dans ces chiffres-là. Et sur ces 60 000, pour cette année, c'est la DPE qui parle, et je l'ai dit dans un article que je vais publier juste avant d'aller dans cette zone pour dresser un peu le tableau et un peu baliser les pistes de nos discussions. 17% ne vont pas être cultivés cette année du fait d'un endettement excessif des paysans. Je vous donne un exemple. Vous allez à Haïré, là-haut, dans le département de Podor, une cuvette de 1000 hectares potentiels qui avait été aménagée, où les gens travaillaient depuis 2 ans. Ils ne travaillent plus parce que le GIE qui gérait cette cuvette est en faillite, certainement du fait d'une mauvaise gestion. Mais toujours est-il que voilà toute une population où il y avait des gens qui avaient quitté les villes pour aller s'installer au village, trouver des activités, vivre de l'agriculture, qui ne travaillent plus depuis 2 ans. Et quand on a cette chaîne qui est rompue, on oublie que l'agriculture, c'est aussi un écosystème. Ça permet de nourrir l'homme, d'entretenir le bétail. Et vous imaginez un village où le foin coûte 2500 francs le sac, ou 1500 francs au minimum. Avant, quand les gens avaient fini de cultiver les cuvettes de riz, les périmètres de riz, ils les laissaient les troupeaux paître librement. Aujourd'hui, les rares qui arrivent à cultiver par leurs propres moyens, sans passer par la coopérative, vendent les périmètres, l'herbe, une fois qu'ils ont récolté, fauché le riz. Ça veut dire que
la situation est très critique. Et les gens vous le disent. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le travail à mener n'est pas au niveau de Dakar essentiellement, où nous voyons la plupart des politiques s'y concentrer? Aujourd'hui, quand vous allez au fin fond des zones assez reculées, nous voyons nettement qu'il y a réellement des problèmes. C'est mon 3e séjour dans cette zone. C'est ma 2e nuit que j'ai passé à Aérelao depuis 2018. Donc nous sommes habitués et nous connaissons la situation réelle du pays. C'est pourquoi d'ailleurs souvent nous parlons d'exemples réels tirés de nos rencontres avec le pays profond, et le pays réel. Et quand je parle de pays réel, c'est peut-être aussi Dakar. Il ne faut pas croire qu'à Dakar, il n'y a pas de désespérance immense. Par exemple, on a visité récemment la Médina où les cordonniers qui travaillent sont à 10 dans une salle beaucoup plus petite que celle-là, ou à 20, que 150 000, il fait extrêmement chaud. Toutes leurs matières premières ont augmenté. Par exemple, le pot de colle qui coûtait 2 000 francs est allé à 3 000 francs. Le grand pot de 7 500 est allé à 10 000 francs. Le cuir a augmenté, etc., dans les mêmes proportions. Alors qu'ils ne peuvent pas vendre leurs chaussures en augmentant les prix parce que simplement, il y a la concurrence des chaussures chinoises dont les prix ne cessent de baisser. Donc voilà toute une filière qui est menacée. Et c'est pourquoi les Sénégalais vivent une situation extrêmement difficile. Partout où vous passez, que ce soit à Ngaï, que ce soit particulièrement dans la vallée du fleuve, vous voyez des situations irréalistes ou surréalistes. Et vous vous dites, le président de la République d'un pays qui dispose de tant de ressources arabes, j'ai parlé de la vallée du fleuve, mais si vous passez de Rufisque au Gandiol là-bas, dans la zone dite d'Enyaï, à 4 mètres de profondeur, vous avez l'eau. Vous pouvez cultiver 12 mois sur 12. 4 mètres, 5 mètres de profondeur. Vous mettez l'électricité, vous avez un système de pompage efficace. Et si les gens étaient mieux encadrés avec un système d'incitation positive pour que l'agriculteur s'y retrouve, on pouvait produire à suffisance. D'ailleurs, même dans les conditions actuelles difficiles, si vous allez à Noto Gouïdiama, c'est l'un des plus grands marchés régionaux de fruits et légumes. Les Gambiens, les Maliens viennent s'y approvisionner. Donc, un pays qui dispose de ses ressources en terre, en jachère, pareil dans la zone de Thiès ou ailleurs, le président va demander en Russie à un président d'un pays dont les terres sont gelées 4 mois sur 12. C'est-à-dire que 4 mois sur 12, il y a la glace. Vous ne pouvez même pas la fendre pour enterrer les morts, encore moins pour cultiver. De toute façon, toutes les plantes sont quasiment en hibernation. Ce président va dans un pays qui, en 2014, n'arrivait pas à produire à suffisance pour lui-même, parce que dépendant trop des hydrocarbures. Il a fallu les sanctions après la première révolution de Maïdan, la première invention du sud de l'Est de l'Ukraine, pour que la Russie se saigne les ceintures et se mette à dire qu'il faut qu'on soit autosuffisant. Et ils sont devenus autosuffisants du point de vue alimentaire. Nous avons eu... Donc il faut des épreuves pour sublimer un peuple et le pousser de l'avant. Nous avons eu suffisamment d'épreuves. Je ne parle même pas des sécheresses que nous avons traversées. Mais la Covid est là. La situation actuelle est là. Il n'y a aucune velléité d'aller voir la cuvette de 1000 hectares de Aérelao qui est inexploitée. Et le président il était passé dans cette tournée économique. Les gens lui ont exposé leur situation. Il a promis des solutions. Mais ça ne doit même pas être... L'information ne doit même pas provenir des populations elles-mêmes. C'est un travail de longue haleine qui doit être mené quand même pour parvenir à cette autosuffisance quand même. Vous vous souvenez qu'en 2012, le premier programme Yonou Yokouté, puis le PSE avait fixé en 2017 5 ans, puis 2019. On est en 2022, 12 ans. Moi, je vous ai dit qu'en 2014, c'est ça, la première révolution de Maïdan, là, en 6 ans, les Russes sont devenus... L'Iran, qui est beaucoup plus... un pays beaucoup plus sec, il y a beaucoup moins de ressources hydriques. L'Iran, aujourd'hui, produit beaucoup plus relativement au Sénégal, parce que sous sanction, parce que des dirigeants ont jugé de la nécessité d'enclencher un processus de souveraineté alimentaire. Mais à part ces problématiques
de sous-alimentation, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs bloquants, d'autres facteurs qui démontrent que vraiment les zones reculées sont très fatiguées? Mais vous quittez n'importe quelle localité où il y a Kanel, Matam ou Ourossogui, il y a un peu d'infrastructure pour aller vers les zones en profondeur. Vous avez toutes les peines du monde. Il y a effectivement des infrastructures qui ont été faites. Ça, on ne peut pas le contester, c'est visible. Mais d'abord, souvent, il y a la qualité des infrastructures. Les zones, de toute façon, l'enclavement reste encore un problème majeur qui est la préoccupation des populations, que ce soit dans cette zone du Sénégal, que ce soit aussi dans d'autres zones comme le département de Bounkiling, Kédougou, Sédhiou, etc. Mais ce qui a été fait, PUDC, en urgence, on voit les conséquences de cette précipitation. J'ai été dans une localité qu'on appelle Polel Diaoubé, dans le département de Kanel. Mais là où il y a un cours d'eau saisonnier, ce qu'on appelle en pulaar les Tchangol, on a mis un radier subversible là où il fallait un pont. Parce que les études n'ont pas été faites pour déterminer la nature de l'ouvrage qu'il faut mettre. PUDC, c'est urgence. Bon, aucune étude, on vient au juger comme ça, on dit voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est toujours un état pas du tout inspiré. 2016, le radier, là, il est plus long dégagé. Il n'y a plus de radier et un enfant s'est noyé récemment là-bas. On a vu la famille de l'enfant en question qui a été noyé, là où il fallait un pont. J'ai beaucoup insisté dans le livre que j'avais écrit sur le fait que l'urgence ne peut pas être un prétexte à faire ce qu'on veut. Mais le président de la République, dans cette affaire, même ce qu'il a cherché à faire, l'a fait dans la précipitation en pensant aux prochaines élections. Et je paraphrasais ceux qui disaient qu'un homme d'État pense aux générations à venir. C'est-à-dire s'inscrit dans le long terme pour la souveraineté alimentaire, pour le désenclavement des zones, pour construire des infrastructures qui résisteront au temps. Tandis que l'homme politique pense à la prochaine élection. C'est pourquoi d'ailleurs il a posé des premières pierres de l'hôpital de Ourossogui il y a un an. La pierre n'a pas poussé. Une pierre ne pousse pas de toute façon, elle ne s'est pas multipliée et la pierre est toujours là-bas. Alors que dans un pays normal, quand on pose la première pierre d'une infrastructure, c'est que même l'entrepreneur qui doit faire les travaux a été identifié, les avances de démarrage données, les plans et autres, je n'en parle pas, le budget bouclé, etc., etc. Donc on n'est toujours pas inspiré? Non, ce n'est même pas de l'inspiration. Ici, il s'agit presque de l'arnaque. Vous venez, vous posez une première pierre tout en sachant que vous n'avez pas le budget, qu'il n'y a certainement pas l'entreprise qui doit construire, ou même si vous l'avez identifié, elle n'a pas encore le budget, il n'y a peut-être pas les plans. Et si tout cela aussi existait, ça a été fait dans une forme de précipitation, il n'y a pas eu les études préalables nécessaires. Je vous renvoie par exemple aux sphères ministérielles de Diamniadio qui, après un an de construction, montre tous les signes de malfaçon grave, des fissures, des carreaux qui se brisent. Ce n'est pas moi qui parle, hein, je l'ai lu à travers la presse. Mais de toute façon, vous allez un peu partout dans le pays, les infrastructures qui ont été faites récemment, c'est des infrastructures qui ne vont pas résister au temps. Je vois, ce n'est pas que seulement ce régime. On va rester toujours dans cette tournée-là. Nous avons vu à travers certains de nos confrères, même si nous n'étions pas sur les lieux, nous donner des informations sur un de vos camarades, Abdourahmane Diouf, qui a été en quelque sorte contraint de faire ses activités politiques, pour ne pas dire sa campagne ou sa pré-campagne, etc., mais des activités qu'il était en train donc de mener à ce niveau, par exemple à Kolda, à Tambacounda, etc. Il a été en quelque sorte un peu dévié de ses objectifs. Quel est le commentaire que vous en faites? Je trouve qu'il y a une forme de perversion de... Le code électoral, en aucune de ses dispositions, n'interdit de continuer les activités politiques régulières durant cette période. Il faut que ce soit très clair, ou alors, comme cite l'article. L'article relatif à la pré-campagne concerne la campagne déguisée, que généralement les autorités politiques, administratives, président de la République, ministre, etc., DG,
Dans cette période, ça permettait de faire des inaugurations, des poses de premières pierres, ce qui était naturellement des campagnes déguisées. C'était ça qui était en cause. Mais nulle part, il n'était question que les activités politiques régulières cessent. Ça n'a aucun sens que pendant la période où les gens doivent aller le plus à la rencontre des populations pour parler politique, qu'on dise aux gens de ne pas participer. Bon, évidemment, il y a une période par excellence plus concentrée où la couverture médiatique et les affiches publiques sont organisées pour tout le monde. Ça, c'est la campagne électorale. Mais en dehors de ça, en France, aux États-Unis, partout ailleurs, il n'y a rien. D'ailleurs, pour dire l'esprit du Code, avant de retenir à votre campagne, à votre question. Si vous allez au Cap-Vert ici, à 6 mois des élections, le président de la République sortant, le Premier ministre, etc., n'ont plus le droit d'utiliser la sécurité de l'État, les moyens de l'État, les véhicules de l'État pour faire certaines activités. Ils ont droit à un système très allégé. Et arrivé à un moment donné, il y a des intérims à passer. C'est ça l'esprit. C'est pour ne pas utiliser les moyens de l'État ou la position de l'État pour fausser la concurrence et l'égalité. Maintenant, s'agissant des incidents en particulier, nous les déplorons parce que Abdourahmane Diouf n'a en rien troublé l'ordre public. Il n'a en rien gêné le travail régulier, les activités régulières. Nous-mêmes aussi. Et il dénonce à ce même moment où on accepte pour certains responsables de Benno d'organiser des activités politiques de cette envergure. Mais nous-mêmes, moi-même j'étais à lundi à Louga dans le cadre de la fin de notre tournée, dans la zone nord et nord-ouest et centre. À Louga, la police nous a interdit de faire nos activités. Ils nous ont contraints, ils nous ont dit qu'il faut aller dans les maisons. Vous ne pouvez pas avoir des pancartes, vous ne pouvez pas avoir ceci et cela. Ça s'est passé à Louga. Bon, peut-être qu'on a moins communiqué. Mais toujours est-il que ce n'est pas les dispositions des lois. Et surtout, il y a des choses plus fondamentales qui sont violées dans ce pays, quoi. Vous voyez, quand des magistrats font de la politique, ça c'est quelque chose qui, par rapport aux lois du pays, à la séparation des pouvoirs, à tout ce qui est impartialité, c'est très grave. Vous savez bien qu'il y en a un ou deux, il y en a même un qui est maire. Quand des autres autorités qui doivent être à distance de la politique font de la politique. Même parfois on soupçonne les autorités administratives, préfets et autres, d'interférer de manière indirecte. Parce que apparemment à Tamba c'est du zèle. Parce qu'ailleurs, bon, il faut dire dans d'autres zones, les préfets sont moins zélés. Mais dans d'autres zones, il y a un peu plus de zèle. Je me suis retrouvé à Tamba, dans la gare, où il n'y a rien qui fonctionne, hein, qui est en abandon. En train de visiter, on m'a envoyé le commissaire pour me dire que je ne pouvais pas visiter la gare qui est en abandon, ou qui est visitée par des ânes et des chèvres, et que des humains ne peuvent pas visiter. Donc, en tout cas, c'est tant de difficultés. Mais également, c'est un motif d'espoir pour nous. Ça veut dire que si le gouvernement nous ignorait et considérait que, bon, à la limite, nos activités n'avaient aucune incidence, oui, ça serait un motif d'inquiétude pour nous. Mais quand on sent qu'on les dérange, quand pour moi, j'arrive à... Partout où je passe, on me dit que des BMS cherchent à vous localiser, à savoir. C'est un motif encourageant. C'est un motif d'encouragement, ça signifie qu'ils savent que art est une alternative. Voilà. Mais quand on pense, par exemple, que art également dérange, cela veut dire également que vos camarades d'opposition d'en face, les Ousmane Sonko, Khalifa Sall, etc., également, eux, dérangent plus que vous quand même. D'ailleurs, vous avez eu peut-être à mener, à faire quelques sorties où vous avez eu à vous exprimer par rapport à cette particularité qu'il y a entre cette opposition qui, bon, même si certains pensent que c'est une opposition qui n'a pas l'obligation de s'unir pour combattre, ce qui est déjà bien épousé par certains, mais également il y a d'autres qui pensent que c'est une opposition qui devrait s'unir pour mieux donc, faire mal au régime en face.
Et vous savez, nous sommes dans un pays curieux où je pense que où il y a une méconnaissance de ce que c'est que le multipartisme et de ses modes de fonctionnement, où il y a une volonté d'aider une certaine opposition. Je vous rappelle que c'est des confrères à vous, particulièrement, qui, dans beaucoup de rédactions, qui ont vendu l'idée qu'il n'y a qu'un opposant dans ce pays. Présentement? Non, il y a un temps. Maintenant, dans une seconde séquence comme cette... Il y a toujours des gens qui pensent, hein, qu'il y a toujours Ousmane Sonko qui est là. C'est lui le constant quand même. Vous êtes en train justement de... Je vous rapporte leur dire quand même. Vous êtes en train de justement prouver ce que je dis. De ce que la presse et certains journalistes ont vendu l'idée qu'il n'y avait qu'un opposant. Maintenant qu'il y a une coalition Art Sénégal qui manifestement peut troubler le jeu, il faut nécessairement qu'on nous invente d'autres étiquettes. Mais je vais vous rappeler une chose, cher. Le monde est fait de sorte que quand on parle de multipartisme et d'élection où il y a 8 listes, chaque liste voudrait qu'on la choisisse. Vous comprenez? Moi, je voudrais qu'on choisisse Art Sénégal. Je ne vais pas me dire aux gens, ne votez pas Ben, non, votez pour l'opposition. C'est un non-sens total. Et quand je présente ma liste, je présente bien sûr mes avantages, ma force et mes atouts par rapport aux autres, et éventuellement, s'il y a lieu, les faiblesses des autres. Ça fait partie du jeu démocratique. Pourquoi voulez-vous que le Sénégal soit une exception? Mon opposition à Macky Sall, je n'ai pas besoin de la prouver. Vous savez, comme dit l'autre, le tigre ne prouve pas sa tigretude. Comme je le dis souvent, je pense que l'un des actes les plus forts de ces dernières années par rapport au président Macky Sall, j'ai eu à le poser. Vous m'en citerez d'autres si vous voulez. Mais l'un des actes les plus forts. Donc, que je sois un opposant, je ne demande à personne de me le prouver. Parce que j'ai laissé le confort d'un ministère, d'un parti, une position confortable dans un parti de gouvernement que j'ai participé à créer pour aller dans l'opposition pour des raisons de principe. Donc, je ne demande à personne de me prouver que... Alors, premier acte vendu par... Et ce qui est curieux, c'est que l'objectivité des gens et leur déontologie qui les pousse à nous dire « ouais, mais vous ne devrez pas faire ceci », ne les pousse pas à dire à la presse « mais vous devrez être plus impartial ». Certains d'entre eux, hein, je ne dis pas tout le monde. Vous devrez être plus neutre, alors que vous savez que dans votre profession, il y a des gens qui sont encartés, qui ont défendu pendant des années, qui avaient un projet pendant des années d'être candidat maire, candidat député, et qui ont utilisé toutes leurs positions pour taper sur nous. C'est injuste. Et nous, chaque fois qu'on essaie un peu de rééquilibrer, on nous dit, oui, les mêmes qui sont encartés, nous disent, oui, vous êtes opposition de l'opposition, ou transforment nos dires. Moi, ce qui a été dit récemment sur mon compte, j'assume l'intégralité de mes propos, hein, mais je demande à ce qu'on m'écoute intégralement. C'est-à-dire ce que j'ai dit de A à Z. Mais les gens découpent des séquences de ce que j'ai dit. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous aviez dit? Allez-y voir, le cadre de notre émission ne nous permet pas. Résume en un titre et mettre dans ma bouche des noms et des mots que je n'ai pas dit. Et on veut faire croire à l'opposition que moi, j'ai des problèmes avec ces noms qu'ils ont choisis eux, en utilisant leurs mots. Mais je trouve que ça, c'est un procédé qui n'est pas très honnête et sérieux. Mais, en tout état de cause, pour terminer sur les principes, je vous dis une autre chose. Vous savez, vous ne pouvez pas dire qu'on est dans la concurrence. C'est-à-dire qu'en France, aux États-Unis, mais tout le monde sait que Mélenchon n'était pas avec, comment il s'appelle encore, le gars du Parti communiste. Ils n'étaient pas ensemble pour la présidentielle. Ils se sont dit des choses terribles. Mais ils sont allés aux législatives avec NUPES ensemble. Bon. La critique entre
même partis de gauche qui sont alliés plusieurs. On peut demander la cohérence, on peut s'interroger sur la cohérence et de tous de ces gens-là. Mais je vous dis simplement, aucun journaliste n'est là à faire le procès de Mélenchon ou de, je ne sais plus s'il s'appelle Richard ou je ne sais pas quoi, du Parti communiste, ou de Jadot des Verts, des écologistes, pour leur dire, mais vous vous étripiez durant la présidentielle, voilà que vous êtes ensemble. Personne ne leur fait la leçon morale. Ici, c'est ceux qui devraient rapporter les faits et peut-être faire leurs commentaires librement, qui se mettent à jouer aux arbitres en disant, mais celui-là, il est louche, il roule pour... Dernier point. Il est important de savoir que nous sommes dans une société où il faut des débats d'idées. Sur les questions qui se sont passées dernièrement, par exemple, durant la période des dépôts des listes, etc., il y a toute une machination qui a été faite par des officines, dont des prêcheurs dans les télés et les radios, des gens de la société civile, des politiques, pour dire aux gens qu'il n'y aura pas d'élection et qu'on doit reporter des élections. Vous pensez que ce débat ne nous concerne pas? Nous qui sommes acteurs, qui voulons aller aux élections, qui avons présenté des listes, qui sommes en train d'engager des efforts et des moyens pour aller aux élections. Vous pensiez que ce débat-là ne nous intéressait pas ou qu'on devrait être neutre? Ou bien alors, si on s'exprime, on doit juste dire ce qui arrange Yewwi? C'est ça la question. Est-ce que nous devons être la caisse de résonance d'une coalition ou est-ce que nous avons le droit d'exprimer ce qu'on pense être notre point de vue et notre... Ce pays, je l'ai dit, malheureusement, ceux qui accusent, moi je suis seul. Je suis seul parce que, peut-être, quand je dis moi, il y a les gens qui sont avec nous, mais particulièrement qu'on a singularisé, je suis seul parce que je suis sur mes principes que j'entends pas, sur lesquels je n'entends pas négocier, marchander, et sur lesquels je ne marcherai pas, quels que soient les risques et les coûts politiques. Mais je suis seul pourquoi? Parce que, voyez-vous, quand moi je trébuche sur un mot, machin, il y a jusqu'à des donneurs de leçons, comme votre confrère Bakary Domingo Mané, qui fait tout un article sur moi, en jouant sur mon nom de famille et sur mes initiales, TAS, tas de, etc., ce TAS ou etc., ou CAS, etc. Mais pourtant, ceux qu'il défend ont utilisé une violence verbale inouïe vis-à-vis d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions devant le palais de justice, en le traitant de violeur. On confectionnait et on sortit des décisions de tribunal, vraies ou fausses, pour instruire un procès en charge. Il y a eu ici des gens qui ont appelé au meurtre, à aller brûler des maisons. Où étaient ces messieurs-là et ces donneurs de leçons? Qui me donnent des leçons sur un mot? Il y a eu des gens qui sont insultés à l'Assemblée nationale. Il y a eu des gens qui ont utilisé des attaques contre des presque ethnicistes. Alors, moi, je me retrouve dans la situation où, j'imagine, comme dans certains pays qui étaient envahis par les hordes fascistes ou autres, mais vous pouvez dire que vous n'êtes pas seul dans vos principes, dans vos idées, parce que je suis assez isolé. Parce que, vous voyez, comme disait l'autre jour Seigne Cheikh Ahmed Tijan Sall, fils de Seigne Abba Sall à Louga, ici on peut insulter les marabouts. On peut même blasphémer Dieu. Les gens ne s'émeuvent pas. Il y a des insulteurs qui sont devenus presque des institutions dans ce pays, qui ont même participé à des élections. Ça n'émeut pas la masse. Et ça n'émeut pas les faiseurs de conscience qui me posent des questions sans arrêt en me disant pourquoi vous faites votre travail de politique qui consiste à faire des débats d'idées. Alors que moi, je défends des idées. Et rarement, je ne nomme des personnes. Je dis, je suis assez seul. La démarche, mais je sais être seul. C'est concrètement, le choix de mon... concrètement, la démarche de la coalition, par exemple, Yewwi Askan Wi, sur le terrain politique, aujourd'hui... Allez leur poser la question sur leur démarche. Non, je veux dire que vous avez peut-être votre œil d'observateur par rapport à tout cela. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est une... selon vous, en tant qu'acteur, cela peut mener en quelque sorte le pays, peut-être... vers des lendemains prometteurs, selon vous? Ce qui m'inquiète moi plus, quand je regarde l'état du pays, c'est moins
les aventures de tel ou tel groupe, que l'absence de contre-pouvoirs qui sont réputés devoir jouer le rôle de régulateur ou de frein. D'accord. Mais qui sont aujourd'hui devenus la caisse de résonance de politique. Et ça, que ces politiques aient raison ou pas, le rôle de vigile qui s'impose aux organisations de la société civile, à la presse, aux intellectuels qui se disent indépendants, ce rôle de vigile est fondamental. J'ai lu par exemple une contribution d'un éminent juriste, Ibrahima Fall, récemment sur la question. La conclusion qui va dans le sens d'un état d'esprit général qui devient une pensée unique, presque dictatoriale, et je suis étonné que lui, il la répercute, de dire de reporter des élections. Pourtant, la même situation avait prévalu en 2012. Le Conseil constitutionnel avait émis des décisions en disant que Wade doit participer aux élections, ce qu'on avait contesté. Lui, il était candidat, il n'a jamais dit qu'on reporte. C'est pour dire à quel point l'ambiance au Sénégal est en train, et le débat d'idées au Sénégal est en train d'être vampirisé, au point que même les esprits les plus brillants se retrouvent à emprunter les idées communes et les lieux communs, parce que simplement, c'est difficile d'être dans le sens inverse du courant principal, d'être en contre-courant. D'accord. Nous sommes presque arrivés à terme de l'émission. On a beaucoup palabré sur les premières questions. On va juste aborder deux dernières questions. La première, c'est lié à vos activités Art Sénégal. Vous avez récemment, bon d'ailleurs c'est la seule coalition qui a eu peut-être à présenter un projet de législature pour donc la 14e qui se profile. Aujourd'hui, quelles sont peut-être selon vous les deux grandes lignes ou les deux facteurs essentiels pour vous, donc pour parvenir à avoir une assemblée de qualité que nous espérons quand même? Oui, il faut nécessairement des femmes et des hommes de qualité. Je pense que il est incontestable que si on regarde les listes, la coalition Art a les profils les plus remarquables sous ce rapport. Parce qu'il s'agit d'aller non seulement, et c'est le deuxième point de votre question, redonner à l'Assemblée son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Vous voyez, il y a eu, par exemple, des faits significatifs. L'incendie qui a amené la mort d'enfants dans le service néonatologie de l'hôpital de Linguère et le phénomène qui s'est reproduit à Tivaouane avec 2 fois plus de morts. Je présume que même chez moi ici, un petit court-circuit ne doit pas amener à des situations graves, sinon chaque jour il y aurait des incendies dans ce pays. Et la chaîne de responsabilité ne doit pas s'arrêter qu'à ceux qui veillaient ce jour-là. Parce que, comme on dit chez nous, dans l'aviation, c'est peut-être leur malchance. Mais toute autre personne qui serait là-bas aurait peut-être eu les mêmes difficultés parce que c'est le système qui a été organisé comme ça. Quelles que soient leurs fautes et les difficultés, tout le monde sait comment ils sont organisés les services de vacation ici parce qu'il y a des problèmes d'effectifs, etc. Mais la question aussi se pose de savoir dans quelles conditions les couveuses ont été acquises, dans quelles conditions le bâtiment a été construit, est-ce qu'il y a eu des malfaçons, est-ce qu'il y a... dont on parlait tout à l'heure pour la précipitation là. Et donc, l'Assemblée nationale aurait dû mener une enquête sur cette question parce que c'est 2 fois que c'est venu. On ne peut pas laisser cette question qu'à l'exécutif. Donc c'est la responsabilité. Et quand on parle de l'exécutif, ça ne s'arrête pas qu'au directeur de l'hôpital, qu'au ministre. C'est toute une chaîne qu'il faut voir où il y a eu des défaillances pour que un phénomène qui n'est pas arrivé même dans les pays africains où il y a le plus de problèmes se répète au Sénégal. Donc le rôle de l'Assemblée dans son contrôle de l'action gouvernementale est fondamental. Le rôle de l'Assemblée aussi dans la proposition de loi qui soit des lois importantes pour le devenir de la nation. Je vous donne un exemple ou deux, rapidement également. Le président de la République, aujourd'hui, a l'habitude de donner des terres immenses à qui il veut.
on a vu le cas de Ndingler et soyez sûr aussi que, bon, parmi les gens qui nous font opposition dans l'opposition ou qui veulent me singulariser, il y a les puissances économiques contre lesquelles je mène un combat. Ça aussi, il faut savoir que c'est le cas, qui essaient de me diaboliser. Donc, 300 hectares de titres fonciers à quelqu'un, c'est inadmissible. Il y a beaucoup d'autres formes qu'on peut. Il y a beaucoup de terres qui sont accaparées ailleurs par des privés. Comment, dans quelles conditions on peut donner à des fonctionnaires toujours les mêmes catégories, privilégiées, des bandes de filao détruites contre même la sécurité du pays, et contre le devenir du pays, puisque ça pose des problèmes écologiques importants. Donc voilà des questions sur lesquelles l'Assemblée nationale peut non seulement faire des propositions de loi qui viseront à mieux gérer les ressources foncières, les ressources halieutiques, les ressources minières, etc., mais également assurer un contrôle plus sérieux. Et donc je pense que on a bien vu comment la dernière législature a fonctionné. C'est plus des imprécations, mais peu de propositions de loi venant des députés, peu de débats sur le terrain. Je ne dis pas que c'était possible, peu de visites sur le terrain, en tout cas pour aller apprécier de ce que, par exemple, quand les grèves des enseignants durent, mais faire une enquête approfondie pour savoir pourquoi notre système éducatif va si mal et quelles sont les réformes pour réorienter au moins les budgets vers les priorités, y compris dans le système éducatif. C'est pourquoi on a proposé un contrat de législatif. Je pense qu'on est l'équipe non seulement la plus compétente, mais la plus prête parce que disposant de feuilles de route précises basées sur l'évaluation des situations antérieures et de ce qu'on se projette de faire pour le futur du Sénégal. C'est clair. En tout cas, merci. Bon, on avait même une toute dernière question, mais bon, étant donné que nous avons pratiquement épuisé le temps qui nous était imparti, donc on va juste vous laisser le soin voilà, donc le dernier mot à l'encontre des internautes. Donc vous allez juste faire passer votre message en 30 secondes, me disent-ils. Oui, j'espère que la campagne électorale sera un moment important d'échange d'idées, et de débat d'idées, de propositions contre propositions. Je pense que d'ailleurs, en l'espèce, on devrait d'ailleurs regarder les 7 autres listes, ce qu'elles proposent en termes de programme et de politique, sachant que nous tous nous sommes d'accord sur le fait que Benno Bokk Yakaar a eu 12 ans pour faire ce qu'elle devrait faire et la copie rendue est indigeste. Les Sénégalais sont d'accord dessus. Donc la question est de savoir maintenant qui choisir parmi les autres. Et ça, il faut qu'on accepte qu'il y ait des débats. C'est clair. Non seulement sur les propositions, mais sur les profils, et sur les pratiques et les passés. Ça, si on ne le fait pas, il n'y a pas de démocratie. En tout cas, nous avons été vraiment gâtés, en quelque sorte, en termes d'idées, en termes de débats, en termes d'échanges par rapport à l'entretien. Donc, comme vous le savez, c'était donc la tête de liste de la coalition Art Sénégal alternative pour une assemblée de rupture Art Sénégal qui a été donc notre invité, Thierno Alassane Sall. En même temps, il est le président de la République des valeurs, Réum Ngor. Donc, c'était donc l'entretien avec Dakaractu. Nous vous remercions vraiment de votre disponibilité, chers internautes, et vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Merci.